La Guyane, porte d'entrée principale de la cocaïne vers l'Hexagone, tout le monde le sait. Pas une semaine ou presque ne passe sans que soit rapportée l'arrestation, la condamnation d'une mule sur le territoire ou de l'autre côté de l'océan. Mais qu'en est-il de la consommation ici en Guyane, la consommation de cocaïne, puisque d'une façon générale, l'accessibilité des stupéfiants dans tous les territoires d'outre-mer apparaît plus importante que dans l'Hexagone, surtout pour les jeunes générations. C'est ce que notait en 2020 l'Observatoire français des drogues et toximanies. Comment donc améliorer l'information, la prévention et l'accompagnement des usagers de cocaïne en Guyane? C'est le thème d'une journée d'information organisée aujourd'hui à Cayenne par la Fédération Addiction avec la collaboration du groupe SOS Solidarité et l'association Acatige. Pour en parler, Marie-Nguyen Rombaldi est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la déléguée générale de la Fédération Addiction qui organise donc la journée d'aujourd'hui. C'est de 9h à 17h. Ça va se passer à l'hôtel de la CTG. Est-ce que, et c'est ce que je disais en introduction, dès qu'on dit cocaïne en Guyane, tout le monde, ou presque, pense au trafic, aux mules, trafic de stupéfiants, réseau criminel. Est-ce que du coup, cet aspect-là des choses, il vient pas écraser en quelque sorte le sujet qui vous intéresse et dont vous allez parler aujourd'hui, à savoir la consommation de drogue ici en Guyane, comme si ça passait un petit peu inaperçu en quelque sorte? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le trafic, c'est important, mais il y a aussi l'accompagnement qu'on peut proposer aux personnes qui consomment de la cocaïne. Et nous, c'est notre priorité de voir comment elles peuvent accéder aux soins, comment on peut réduire les risques liés à cette consommation et aussi comment on fait de la prévention, notamment auprès des plus jeunes, pour ralentir, limiter ou empêcher les premières consommations. Vous travaillez évidemment régulièrement sur le sujet de la consommation de drogue et de cocaïne. Je suppose que depuis l'Hexagone, lorsque vous entendez parler de la Guyane lors de vos différents échanges, c'est surtout pour parler de cet aspect-là des choses, non? Oui, en effet. Et nous, donc, on s'appuie sur nos adhérents locaux. Vous avez cité l'association Acatige, le groupe SOS. On a aussi le CARUD RDS et l'association guyanaise de réduction des risques. Et donc, c'est vrai qu'on s'appuie sur ces 4 acteurs pour présenter une vision réaliste et mesurée et pour éviter l'emballement qu'il y a quand on parle de cocaïne et de crack. Et là, que ça soit en Guyane ou dans l'Hexagone. Et c'est vrai que nous, c'est important de lutter contre les clichés, de changer les représentations. Le consommateur de cocaïne, ça peut être le consommateur de crack qui est dans une situation de grande précarité, qui vit à la rue et qu'on voit tous les jours consommer, mais ça peut être aussi des personnes, on va dire, insérées, qui ont un travail, qui ont un logement. On constate des consommations dans la restauration, dans le BTP, et en fait avec une fonction de la cocaïne de recherche de performance et d'aide et de soutien pour tenir. On a aussi des consommations dans le milieu festif, des personnes plus jeunes et qu'on ne voit pas forcément. Et donc c'est important qu'on aille vers ces personnes-là et que ces personnes se sentent légitimes aussi de venir vers nous sans être stigmatisées et de se dire voilà, moi aussi, si j'ai un souci avec cette consommation, il y a des personnes qui vont pouvoir m'aider. Il n'y a vraiment pas une utilisation, on va dire, qui est plus fréquente que les autres sur le cas de la cocaïne, que ce soit festif ou alors pour, on le sait bien, surmonter un problème personnel, professionnel. On retrouve ces raisons-là finalement un peu partout. Oui, et je dirais pour la cocaïne comme pour toutes les autres drogues, qu'elles soient licites ou illicites, parce que on parle beaucoup de cocaïne, de crack, mais que ça soit en Guyane ou dans la France entière, la première consommation, il faut le rappeler, c'est l'alcool, et c'est la première consommation en termes de nombre. Et si on parle de santé publique et de risques pour la santé, c'est là où on a le plus de risques et le plus de décès liés à l'alcool après le tabac, bien évidemment. Et donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir cet aspect large et de réfléchir à pourquoi les gens consomment, quelle est la fonction des drogues et comment ils consomment. Et quand on consomme, on a l'aspect festif, plaisir, et ça, on l'a pour toutes les drogues. Et donc il y a des personnes qui consomment, on dit en récréatif, et qui toute leur vie vont consommer sans avoir forcément de problème, on va dire. Des gens qui consomment pour alléger leur souffrance et des gens qui consomment de manière très 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 importante et qui vont avoir une addiction et des grandes difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan social et des implications dans leur vie très
très délétère. J'ai l'impression que dès qu'on parle de consommation de drogue ici en Guyane, ce qui arrive tout de suite sur la table, c'est le cannabis et le crack. L'alcool aussi un petit peu, vous avez commencé à en dire quelques mots, mais que finalement la cocaïne, certes, tout le monde a l'habitude de dire qu'il y en a beaucoup, mais tout le monde considère qu'elle ne fait que transiter en fait sur le territoire et pour partir ensuite vers la France hexagonale et plus généralement toute l'Union européenne. Alors, c'est sûr que la cocaïne transite, mais la cocaïne est aussi consommée bien sûr, oui. En Guyane, et voilà, par toutes ces populations dont on a parlé. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup d'associations en Guyane qui sont très présentes et qui reçoivent beaucoup de personnes de tout public. Donc oui, il y a des consommateurs de cocaïne en Guyane, comme il y en a partout. Hein. Une drogue ne fait jamais que transiter par un endroit, et même les personnes qui transportent, à un moment, vont peut-être consommer. Enfin voilà, c'est des circuits aussi complexes et avec un effet aussi lien, parce que la consommation, elle se fait aussi souvent dans le cadre d'un groupe, de lien social, d'une intégration. Donc c'est également un facteur à prendre en compte. Alors l'état des lieux sur la situation actuelle, je recite l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Selon leurs chiffres, environ 4% de la population des 4 outre-mer, antillais, guyanais et réunionnais déclarait en 2014 avoir essayé au moins une drogue illicite. Et en Guyane, le produit le plus expérimenté juste après le cannabis, c'est la cocaïne. Est-ce que déjà on a une bonne connaissance des produits qui circulent, de qui consomme quoi et dans quelle proportion? Oui, on a une bonne connaissance grâce aux travaux donc de l'Observatoire français des tendances addictives que vous avez cité. Et c'est marrant parce que, en tout cas c'est révélateur, parce que vous avez cité leur ancien nom. C'était Observatoire français des drogues et toxicomanie. Oui. Et aujourd'hui c'est tendances addictives. Et c'est vrai que le terme toxicomanie est de moins en moins utilisé parce qu'il fait référence vraiment aux drogues illicites. À l'époque, le toxicomane, c'était beaucoup l'héroïnomane et après la personne qui consomme de la cocaïne. Et c'est vrai que l'Observatoire travaille aussi sur l'alcool, qui est illicite, sur le cannabis, sur le tabac, oui. Et aussi sur les addictions sans substance, comme les jeux. Donc c'est vrai que tendance addictive, c'est plus large. C'est plus large, voilà. Mais en tout cas, donc l'OFDT fait un gros travail d'observation, de données. On a également des centres d'addictovigilance. Donc on aura à notre journée tout à l'heure une personne qui viendra présenter des données et qui font des enquêtes aussi sur le territoire. Ils ont fait une enquête en 2022 qui s'appelle Oppidum, oui. Sur la Guyane et en France entière aussi. Et donc ils vont interroger des personnes qui fréquentent les structures. Et ce qui était intéressant sur le crack, c'est que les personnes interrogées, 70% déclaraient avoir consommé du crack dans la semaine passée. Donc ça montre que quand même, en tout cas, alors les personnes qui viennent dans les centres de soins et de réduction des risques ont vraiment une consommation très, très importante de crack. Après, ça peut être un biais de notre part parce qu'il y a tous les autres consommateurs, mais en tout cas sur les personnes qui fréquentent ces structures, le crack est vraiment très, très important, même si souvent on peut consommer d'autres produits. Donc la personne qui consomme du crack, si on regarde, elle va aussi consommer de l'alcool, elle va aussi consommer du tabac, du cannabis. De manière générale, on constate ces polyconsommations. On reviendra évidemment sur cet aspect-là des choses parce que pour avoir une approche globale, évidemment, il ne faut pas se concentrer sur la consommation, l'utilisation d'un seul et unique produit. Est-ce qu'on assiste en Guyane au même phénomène que dans l'Hexagone, à savoir une banalisation, on va dire, de la consommation de la cocaïne? Au niveau national, on est à je crois, 600 000 usagers. La cocaïne serait la deuxième drogue illicite la plus consommée juste après le cannabis. Ici, ça donne quoi? Est-ce que la Guyane n'échappe pas, on va dire, à cette nouvelle manière de considérer en fait les usages de la cocaïne? Non, la Guyane n'échappe pas. Donc en effet, on a cette donnée sur les personnes qui ont consommé dans l'année. Une donnée intéressante aussi, c'est les personnes qui ont déjà expérimenté la cocaïne. On en a 2 millions en France entière et 8 500 environ en Guyane. Donc en fait, la Guyane, mais les territoires d'outre-mer, quand on regarde sur les consommations, ils sont peu ou prou dans la moyenne. Donc c'est vrai qu'il faut éviter aussi de stigmatiser les territoires d'outre-mer qui seraient plus consommateurs. En fait, il y a des consommations qui sont différentes en fonction de la culture, du contexte, des groupes sociaux, mais aussi des personnes.
Oui, et il y a des choses qui se retrouvent finalement de région en région, mais avec des différences. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, juste avant d'entrer en studio, que c'était la raison pour laquelle finalement vous organisiez ces journées régionales. Celle d'aujourd'hui, c'est à Cayenne, mais vous en faites aussi ailleurs en France. L'idée, c'est quoi? C'est de considérer la consommation de cocaïne comme ayant besoin d'un regard un petit peu adapté en fonction des différentes régions où vous allez, avec voilà, des populations, des contextes qui ne sont pas les mêmes selon qu'on se trouve à Cayenne ou dans le nord de l'Hexagone ou le sud. Oui, et même je dirais en Guyane en fonction d'où on se trouve sur le territoire, parce que c'est important à prendre en compte. En fait, dans ces journées, donc ce sont des journées où on réfléchit sur les pratiques professionnelles et comment on améliore l'accueil, l'accompagnement des usagers de cocaïne. Et en fait, on travaille à la fois sur des enjeux nationaux, des données nationales et des enjeux locaux. Donc nos intervenants, ils sont autant des acteurs guyanais que des acteurs de l'Hexagone, et c'est ça qui est intéressant, de confronter ces approches et de voir ce qui est similaire et ce qui est différent, et comment on va décliner sur le territoire guyanais des approches, des propositions qu'on fait au niveau national, et c'est des solutions en fait qui se trouvent entre acteurs, oui, au local, par l'échange, par les jeux de questions, de réponses, des études de cas, des problématiques, et c'est en ça que ces journées sont très très riches et très importantes. Mais justement sur cet aspect-là des choses, l'accueil, l'accompagnement des usagers ici en Guyane, vous avez cité tout à l'heure les différentes structures avec lesquelles votre fédération travaillait. C'est quoi le premier bilan, on va dire, le constat qu'elles peuvent faire quand elles discutent avec vous et elles vous rapportent finalement ce qui se passe ici en Guyane? Déjà, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens, de structures pour pouvoir accompagner le plus de monde possible? Alors, des structures et des moyens, je vous dirais qu'il n'y en a jamais assez vu l'ampleur des besoins, mais on a pu rencontrer l'Agence régionale de santé qui est très impliquée et qui finance voilà, vraiment de manière volontariste les structures et les problématiques liées aux addictions. Donc ça, c'est vraiment voilà, un point positif. Et au niveau national, cette journée, elle est financée par le Fonds national de lutte contre les addictions. Donc voilà, c'est porté aussi par les pouvoirs publics. Après, en Guyane, il y a la difficulté de cet énorme territoire avec des contextes locaux à prendre en compte, et des difficultés de recrutement de professionnels qu'on constate partout, mais qui sont prégnants en Guyane. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que ces différentes structures ici en Guyane, les différentes associations qui existent et qui viennent en aide aux usagers, elles n'étaient pas toutes les mêmes finalement, et elles avaient des manières d'accompagner les usagers, voilà, des manières différentes. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce qui existe? Oui, et c'est vrai que et c'est important en fait que sur un territoire il y ait toutes ces approches et toutes ces structures qui existent, parce qu'en fait chacune répond aux besoins de l'usager à un moment précis en fonction de là où il en est, de là où il est, et dans une notion de parcours où en fait voilà, il peut naviguer d'une structure à l'autre. Donc on a des structures de réduction des risques où la personne vient au départ pour récupérer du matériel, donc pour consommer avec plus de sécurité, en se mettant moins en danger, mais sans volonté en tout cas d'entrer dans une démarche de soins, d'arrêter ou de diminuer. Et donc on lui donne du matériel, mais on fait aussi de l'accompagnement social. Elle peut rencontrer un éducateur, un infirmier. Comme il y a beaucoup de personnes en situation de précarité, elle peut prendre une douche, voilà, avoir une distribution alimentaire. Proposer un accompagnement adapté en fonction finalement des publics et de leurs besoins, oui, sur le moment, parce que le besoin peut être évolutif. Exactement, le besoin peut être évolutif, et pourquoi pas proposer une orientation vers le soin. Ces structures-là, en réduction des risques, font aussi ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire qu'elles vont dans la rue à la rencontre des personnes, parce que les personnes vont peut-être pas venir dans la structure quand on est consommateur, voilà, de manière très importante, qu'on vit dans la rue, qu'on est dans la galère permanente et dans la débrouille. Mais on va peut-être pas aller dans une structure rencontrer des professionnels. Donc voilà, c'est les professionnels qui viennent à eux, et ça c'est vraiment un travail très très important. Ensuite, on a des centres de soins, et dans ces centres de soins, donc les personnes
ont commencé une démarche, soit une volonté d'arrêt, soit une volonté de diminuer. Et donc, on les accompagne plus dans cette volonté-là. Et après, on a également un acteur très important qui est l'hôpital, qui a une structure de soins, mais où on peut avoir un accompagnement plus poussé dans le cadre d'une volonté d'arrêt. D'arrêt de la consommation, voilà. Et est-ce qu'il y a un portrait type, on va dire, du consommateur ou de la consommatrice d'ailleurs de cocaïne ici en Guyane par rapport au reste de la France? C'est une pratique, une utilisation qui est présente vraiment chez certains publics, certaines personnes, ou bien vraiment on le constate partout, dans toutes les catégories socio-professionnelles et à tout âge? Alors, on le constate partout dans toutes les catégories professionnelles et à tout âge, même si les personnes les plus visibles et dont on parle le plus sont les personnes qui consomment dans la rue. Mais ce ne sont pas forcément les personnes les plus majoritaires, mais c'est celles qu'on voit le plus et c'est celles qui ont le plus de besoins. Parce qu'en fait, leurs besoins, ils ne sont pas forcément toujours liés à la drogue. C'est aussi des besoins de logement, des besoins d'accès à l'eau, à l'alimentation, des problèmes aussi qui peuvent être psychiatriques, qui peuvent être somatiques. Voilà, c'est vraiment donc, des personnes aussi où l'accompagnement va être très, très, très poussé, très intensif et voilà, donc on les voit plus, on travaille plus avec elles viennent plus dans les structures. Mais en Guyane comme ailleurs, on a aussi des consommateurs on n'imaginerait pas qu'ils consomment et en fait, ce sont nos collègues, des personnes de notre famille Mais du coup, ça interroge aussi la capacité qu'on peut avoir d'arriver à toucher tous ces publics-là qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne soupçonnerait pas d'avoir des tendances addictives, comme vous disiez. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire en sorte que ces personnes-là viennent vous voir, vu qu'on ne les voit pas finalement dans la rue, comme vous me disiez? Alors, la première mesure, en fait, vraiment importante, c'est de lutter contre la stigmatisation. Aujourd'hui, les usagers de drogue, quels qu'ils soient, sont stigmatisés en France. On a un regard qui est posé sur eux. Parfois, dans la presse, on lit des choses avec des termes vraiment qui sont insultants, où on parle de zombies, par exemple, de cauchemars, de fléaux de la drogue, et en fait, qui sont anxiogènes, démesurés. Ça ne veut pas dire qu'on nie les risques et les difficultés, ni les nuisances dans la rue, etc. Mais en tout cas, voilà, en stigmatisant les populations, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche leur accès aux soins. Oui. Parce que quand on est stigmatisé, on se cache, on prend des risques, on a peur et on n'ira jamais dans ces structures-là. Et ça vaut pour toutes les personnes dans la rue qui sont les plus stigmatisées pour de multiples raisons, mais aussi les personnes, comme vous disiez, qu'on voit moins, qui ne vont pas aller vers ces structures. Et en fait, avec cette vision très stigmatisante, elles ne se reconnaissent pas. Elles se disent, mais non, moi je ne suis pas le toxicomane, je ne suis pas le zombie, je ne suis pas le junkie, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, dans un XAPA, un centre de soins, on peut y aller pour une consommation de tabac, en fait, et une volonté d'arrêter la cigarette. Voilà. Et c'est important de prendre ça en compte et de dire, en fait, il y a plein de personnes qui se droguent pour de multiples raisons. Et certaines ont besoin d'aide. Et nous, on est là pour accueillir tout le monde sans jugement. Et d'où l'importance, c'est ce que vous disiez en début de cette interview, de changer déjà les termes qu'on utilise, de parler de tendance addictive au lieu de toxicomanie. Merci beaucoup Marine Gunn-Rombaldi d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, cette journée d'information qui se tient aujourd'hui de 9h à 17h à l'hôtel de la CTG. Très bonne journée. Très bonne journée à vous. À bientôt. Merci.